Bonjour, là, on est sur la quatrième vidéo, une petite vidéo pour terminer la tectonique des plaques. Et là, en fait, on va maintenant être à partir des années 90 aujourd'hui. On va en fait essayer d'évaluer les limites de la théorie. Donc là, c'est une petite photo de la chute du mur de Berlin qui arrive à la fin des années 80. C'est le démarrage, en fait, on commence à avoir des moyens à cette époque-là de mesurer les vitesses de déplacement à la surface du globe et de pouvoir les comparer, ces mesures, à ce qui est prédit par la tectonique des plaques. Comment on le fait? Alors il y a plein de techniques, hein. À l'époque, on n'utilisait pas cette technique-là, mais aujourd'hui, on va utiliser quasiment, pas que ça, mais quasiment, enfin, beaucoup ça. Le GPS, je ne sais pas si vous savez comment ça marche. Ben, en fait, lorsque vous avez un GPS, vous avez en fait un récepteur de signal qui, à partir de signaux de 4 satellites, permet de vous positionner de manière absolue par rapport à un référentiel bien connu. Et ce référentiel, on le connaît bien à travers les informations qu'on a sur la position d'un segment de contrôle et des satellites que vous avez en altitude. Voilà. Donc on peut mesurer, là ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on peut mesurer grâce à ça la position au cours du temps euh, d'une balise qu'on a posée de manière qu'on a bien fixée. Et en attendant suffisamment longtemps, on peut avoir une information de la vitesse de déplacement dans ce repère un peu absolu, cette vitesse de déplacement qu'il y a du bloc rocheux sur lequel on a fixé le GPS. Voilà. Donc on peut comme ça avoir des informations de la vitesse de déplacement et de comparer ces vitesses de déplacement à celles qu'on a reconstituées grâce à la théorie de la tectonique des plaques. Et on peut du coup voir si la théorie de la tectonique des plaques fonctionne. Alors après, il y a des subtilités. Par exemple, là, si on va en Amérique du Sud et que je commence ici par la carte de gauche, on est ici au Mexique. Et ce que vous avez, toutes ces petites flèches, c'est les vitesses mesurées par GPS à ces stations là qui sont les points jaunes au cours du temps. Et en fait, ce que vous avez en noir, c'est les vitesses qui seraient proposées par la tectonique des plaques, en gros. Vous voyez que c'est pas du tout les mêmes. C'est même dans le sens opposé. Alors pourquoi c'est comme ça? En fait, parce que ici, on est dans des zones où il y a des séismes actifs. On a de la déformation active aujourd'hui. Et en fait, on a ce qu'on appelle un cycle sismique. Lorsqu'on est dans une zone sismogène, la déformation ne se fait pas de manière continue. Et se fait, on charge, ensuite on lâche tout, et ça se déforme beaucoup dans le sens de la tectonique des plaques, en très peu de temps. Voilà, donc on a des effets qu'on va dire transitoires, qu'on peut voir dans le GPS. Le problème du GPS, c'est que les échelles de temps de mesure ne sont pas du tout les échelles de temps à laquelle on a travaillé avec la tectonique des plaques, puisqu'on travaille à l'échelle des millions d'années. D'accord? Donc quand on compare GPS à la tectonique des plaques, il faut se souvenir que nos mesures GPS ne sont pas forcément représentatives de ce qu'on va caractériser avec la tectonique des plaques. Après, si on regarde d'autres endroits, par exemple ici on est à d'autres endroits dans les Andes, ce qui est en rouge en fait c'est le GPS je crois, ce qui est en noir c'est la tectonique des plaques, et on voit qu'on a un accord qui est plutôt bon globalement. Lorsqu'on va en Himalaya, il y a des endroits où ça va ressembler aux mesures de la tectonique des plaques, mais d'autres endroits où ça ne va pas fonctionner. Hein, donc là, je vous montre surtout les limites du modèle. Là, on voit qu'on a des mouvements qui changent beaucoup à l'intérieur même du continent. Vous voyez là, une espèce de rotation comme ça. Mais ici, en haut, c'est plus la même chose. Ici, on a l'impression que tout le bloc se déplace de manière régulière. À côté, ça se déplace comme ça. Donc bon, on voit dans cette zone-là particulière que la théorie de la tectonique des plaques ne peut pas marcher. Parce qu'on a l'impression que tout ça ne se déforme pas d'un bloc. On n'a pas ici, on aura du mal à définir dans l'Himalaya un bloc rigide. Et pourquoi c'est important? En fait, c'est important parce qu'il y a tout un tas de zones à la surface du globe, notamment les chaînes de montagne, où on peut mettre des GPS. Et on voit que la déformation, en fait, n'est pas il y a une déformation importante qui ne se fait pas, comme si c'était deux blocs rigides qui se déformaient, et qui se déformaient uniquement avec une frontière qui n'a quasiment pas d'épaisseur. Voilà. Donc, l'hypothèse de plaque, dans ces endroits, notamment les chaînes de montagne, ne peut pas fonctionner. On ne peut pas expliquer les chaînes de montagne avec la théorie de la tectonique des plaques. On peut expliquer en fait le mouvement un peu global de ce qui se passe autour, mais à l'endroit même, expliquer les vitesses qu'il y a
dans le plateau tibétain et à côté dans l'Asie du Sud-Est, ce n'est pas possible avec la tectonique des plaques, parce que l'hypothèse même de plaque ne fonctionne pas. Voilà. Donc il y a des zones comme ça qui ne fonctionnent pas. Mais il y a des zones comme ça aussi qui ne fonctionnent pas dans les océans. Ici, vous avez la zone sur laquelle on va se focaliser. C'est en fait cette zone-là, qui est entre l'Australie et l'Inde. Et donc là, vous avez on propose une espèce de plaque indo-australienne. Mais pourtant, tous ces petits points que vous avez là, c'est des séismes. Et donc vous avez des points à l'intérieur même, des séismes à l'intérieur même de la plaque. D'accord? Vous en avez quelques-uns en Australie, là c'est gentil. Mais là, en fait, vous en avez plein. Et toute cette zone-là, c'est une zone où il y a de la déformation qu'on appelle diffuse. C'est comme si on avait une espèce de limite de plaque entre l'Inde et l'Australie ici, qui serait de manière diffuse. Il y a des séismes un peu diffus comme ça, un peu partout. Et donc de la même manière, si on a des limites qui ne sont pas très très fines, à ce moment-là, la tectonique des plaques ne peut pas marcher. Dans toutes ces zones-là, c'est impossible de travailler avec des blocs rigides. Donc vous avez ici une carte assez moderne de la tectonique des plaques, dans laquelle, à tous les endroits où vous avez des zones hachurées, la théorie de la tectonique des plaques ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce que vous ne pouvez en général pas, dans ces zones-là, définir une plaque rigide. Il y a de la déformation à l'intérieur de ces zones, une déformation, et donc vous avez quelque chose qui ne peut pas être défini comme rigide. Dans toutes les lois du théorème le théorème de l'air, etc., ben, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc c'est quand même 10 à 20% de la surface de la Terre qui se trouve dans où il y a ces problèmes-là. Donc la tectonique des plaques, ce n'est pas la théorie ultime, c'est une théorie qui a des limites, et donc du coup il faut essayer à un moment donné de les transcender, de trouver d'autres moyens, d'aller plus loin que cette théorie-là, mais qui reste une théorie exceptionnelle par rapport à tout ce qu'on connaissait avant, hein, avec très peu d'informations. Et une seule hypothèse, c'est que globalement les blocs rigides ça marche bien à la surface du globe. On peut reconstruire la vitesse partout et même ce qu'il y a eu dans le passé. Voilà. Alors pour terminer, c'est juste, je vous montre ces trois petites planètes. Vous avez ici Vénus, Mars et la Terre. Bien sûr, elles n'ont pas la même taille. Hein. Enfin, Vénus et la Terre ont à peu près la même taille. Les questions qui se posent, c'est sur Terre, ce qu'on observe type plaque rigide, un peu la théorie de la tectonique des plaques. Jusqu'à quand dans le passé on pourrait l'appliquer? Jusqu'à quand dans le passé la surface se comporte à peu près comme des blocs rigides? Ça aujourd'hui on ne sait pas. Vénus, est-ce qu'il y a déjà eu de la tectonique des plaques à la surface de Vénus? Pareil, on ne sait pas trop, on voit qu'il y a des déformations actives à la surface de Vénus, mais tectonique des plaques ou pas. Et puis on en a peut-être parlé un petit peu sur Mars. En fait sur Mars, on voit des anomalies magnétiques dans l'hémisphère sud qui ont l'air plus ou moins symétriques. Est-ce qu'il y aurait eu en fait sur Mars de la tectonique des plaques un jour? Tout ça, on ne sait pas. Donc il y a encore plein de questions qui se posent autour de ces choses. Comment aller plus loin que la théorie de la tectonique des plaques? On arrive jusqu'à 200 millions d'années dans le passé. Il y a des zones qui ne fonctionnent pas au niveau des reconstructions. Et sur la Terre et même sur les planètes, comment cette théorie s'applique? Est-ce qu'on aurait pu l'appliquer pour la Terre jeune? Est-ce qu'on aurait pu l'appliquer? Est-ce qu'on pourrait l'appliquer pour d'autres planètes? C'est des questions qui se posent. Voilà. Et je vous remercie et c'est la fin de ce cours de tectonique des plaques.